Alors, ma chère Daphné, Daphné Flore Villet, Mmh. tu es coprésidente de la Geneva Pride, commandante à la protection civile, membre de l'association Épicène et encore plein d'autres choses. Totalement. Notre rencontre, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, toi et moi? Je pense que les premières fois que j'ai dû te voir, c'était durant la préparation de la Pride, certainement à des soirées un peu arrosées aussi, parce que j'aime Très bien ça certainement, aussi. très certainement. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été, on ne se connaissait pas et j'ai tout de suite été interpellé par toi. D'un côté, j'ai vu cette femme de poigne, avec une forte personnalité, une battante qui va de l'avant. Et puis en même temps, j'ai cru, même dans la pénombre alcoolisée de, de, de lieux malfamés, euh, j'ai cru apercevoir cette sensibilité à peine masquée, et puis autre chose derrière, une fragilité, une cassure, quelque chose. Et puis moi, c'est quelque chose qui me plaît chez les gens. Parce que, et puis ça m'a interpellé, puis je me suis dit, j'aimerais bien un jour mieux te connaître. Et c'est pour ça que, et aussi, voilà, on s'est aussi connus dans le cadre après de l'organisation de la Pride. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien que Daphné vienne ici nous parler d'elle. Donc Puis voilà ce qui nous mène à être ici ensemble. puis moi, je te remercie de m'inviter en tout cas. Ça va pas être facile de me dévoiler parce que ça va être me dévoiler ce soir, forcément. Mais merci en tout cas. Avec plaisir. Et merci pour ta confiance. Alors je vous propose, et je te propose, Daphné, de nous plonger un peu dans ton histoire en suivant 3 étapes. L'avant, ce que j'ai appelé l'avant. Mmh. La deuxième partie, je l'ai appelé le passage. Parce que, je ne sais pas, on pourrait dire la transition, mais moi je trouvais joli le passage. Donc je l'ai appelé le passage. Et puis l'après, que nous attend la suite. Commençons par le début. Tu es né en 1976. Ouh là là, j'ai déjà dévoilé ton âge. Voilà, À Bourg-en-Bresse, c'est ça. originaire du Jura français, une enfance sans histoire, au village, papa mécano, maman infirmière. C'est ça. Tu nous en dis un peu plus? Ouais. Alors, effectivement, en 76, donc 46 ans dans quelques semaines. Je sais, j'ai un peu du mal avec mon âge en fait, je vous l'avoue. Voilà, mais bon, bref. Et oui, je suis né à Bourg-en-Bresse, papa mécanicien, électromécanicien chez Renault Poids Lourd à Bourg-en-Bresse, donc à fabriquer des camions. Donc vraiment une couche sociale, on va dire ouvrière, ni plus ni moins. Maman infirmière chez Renault aussi. Voilà, j'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur qui est née en 71. Et puis, entre elle et moi, il y a eu un frère. Je dis il y a eu parce qu'en fait, il est décédé à 3 jours d'une malformation cardiaque. Et ma mère voulait absolument avoir un garçon. Et ça va aussi permettre de comprendre pas mal de choses plus tard dans ma construction. Voilà. Donc, je suis le troisième enfant, mais actuellement, on n'est plus que deux, en fait. Enfin, moi, je ne l'ai jamais connu. Et voilà. Et toujours, voilà, depuis, j'ai eu cette pression, ma mère, qui voulait absolument un garçon. Et puis, ouais, une école primaire dans le petit village à côté, tranquille, pas d'histoire. À 10 ans, je suis parti en internat dans le Jura, à côté de Lons-le-Saunier. J'ai fait 4 ans d'internat là-bas, un internat d'un petit collège. Le collège, c'était 150 élèves, 50 internes. Et 4 ans, ouais, 4 ans avant que j'arrive, il y avait encore des curés, il y avait encore des prêtres là-bas, pour vous donner un petit peu l'image. Vieux château au pied des vignes, enfin voilà. Et c'est une période assez compliquée malgré tout pour moi dans mon esprit parce que vous le savez maintenant, voilà, je suis une personne trans et quand je me remémore cette période, je me vois à certains moments complètement isolé des autres dans mes pensées et parce que c'était la période de ma construction malgré tout de jeune garçon, loin de sa famille.
Et puis, ouais, je me sentais déjà, je sentais qu'il y avait un truc qui jouait pas, quoi. Mais par contre, incapable de le dire. Incapable. Et cette incapacité, ben, vous allez le voir, elle a perduré pendant très longtemps. Et Daphné, on parlera après, oui, de ton parcours et qu'est-ce qu'il en est venu à ce que tu passes toutes les étapes par lesquelles tu es passé, mais dans ce village, c'était un village catholique. Quelle avait la place de, de, de- de la religion, de l'Église dans ton enfance? J'ai fait ma première communion. Mes parents m'ont emmené à l'église à certains moments quand j'étais, mais avant que j'aille au collège, quand j'étais petit. Et en fait, j'avais pas vraiment de lien avec ça. Pour moi, c'était une activité ludique finalement comme d'autres. Euh, voilà. Après, par contre, effectivement, quand je suis allé au collège, donc entre 10 et 14 ans, ce qui m'avait vachement intéressé, c'est que malgré le fait que ça soit un collège catholique, on n'avait pas de catéchisme, on avait de l'éducation religieuse. Ce qui était hyper intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, on a étudié toutes les religions monothéistes et après, on a fait toutes les religions polythéistes. Et nous donner justement cette perspective d'avoir une ouverture d'esprit, moi j'ai trouvé ça fort de la part justement d'une communauté qui peut, dans certains moments, être quand même très, très directive. Donc tout de suite, ça t'a donné quand même, dans un cadre qui était quand même très religieux et assez figé, ça t'a donné une certaine ouverture euh, sur la spiritualité qui voilà, où tu n'étais pas figé dans une tradition catholique. Non, je suis de tradition, mais aujourd'hui, enfin, j'ai jamais eu quelque chose qui était figé en moi, qui était, c'est pas, c'est pas imprégné en tout cas. C'est une éducation et c'est pas imprégné. Mhm. Mais d'un côté, un truc que j'ai trouvé marrant quand tu m'as parlé de ton parcours, c'est tu m'as dit que tu viens d'une famille de bûcherons. Mes aïeux, ouais. Donc, en gros, si tu te vois aujourd'hui, plutôt que la femme trans militante LGBTIQ+, que tu es aujourd'hui, Hmm. en fait, tu étais plutôt prédestinée à devenir curé du village ou bûcheronne, ou bûcheron. Ouais. Alors, effectivement, mon père, quand il avait 20 ans, il a fait l'arbre généalogique de la famille, la filiation paternelle dans le village. Et dans le village où on est originaire, à côté de Champagnole, en tout cas du côté de mon père, il a remonté 4 siècles dans le même village. Et la majorité des emplois des pères de la famille, c'était soit bûcheron, soit bedeau d'école. Donc maître d'école finalement. Donc voilà. Et moi, effectivement, j'adore les tronçonneuses. Mais, alors, ok, on ne va pas abattre n'importe quel arbre, mais je sais abattre des arbres. Aujourd'hui, je n'ai pas les papiers en Suisse pour pouvoir le faire, mais à l'armée, j'ai abattu des quantités d'arbres dans des forêts pour faire des missions, pour remplir des missions. On va faire de l'abattage, du découpage, du débitage. Voilà. Même travailler avec la masse, les coins, le merlin, enfin, à l'aise, quoi. Et puis ça ne s'oublie pas. Hein. Ça ne s'oublie pas du tout. Donc, puis ça c'est une des rares activités que j'ai pu avoir justement avec mon père, qu'il a pu me transmettre. Et ouais, c'est une des très rares activités où il y a eu vraiment une transmission. En fait. Et je pense que j'ai ça dans les gènes quelque part, hein, si on doit avoir quelque chose dans les gènes. Mais après, tu as fait le choix de devenir joaillier. Ouais. À 7 ans, j'ai un ami de mes parents avec qui il faisait du caravaning, qui habitait à Bellevue. Il m'a montré son atelier sous la maison, parce qu'en Suisse, on a tous des bunkers. Puis lui, il avait fait son atelier dans le bunker. Il m'a montré son atelier, ses carnets de travail, et je suis tombé amoureux de ce métier. Je dis amoureux parce qu'en fait, ça fait bizarre la manière dont je parle, parce que faut que je l'explique aussi. C'est que ma vie masculine, quand j'en parle au masculin. Parce que je n'ai pas encore fait ce switch-là. Parce que je l'ai vécu au masculin. Et c'est pas une trahison d'en parler au féminin, mais c'est juste que je m'en ressens pas le besoin, une nécessité. C'est aussi important que je vous le dise quelque part.
Et par contre, ma vie, à partir de ma transition, j'en parle au féminin. Voilà. C'est aussi important de l'expliquer, peut-être. Et donc, pour revenir, voilà, il m'a montré son travail et j'ai dit à 7 ans, j'ai dit, je fais joaillier. Enfin, joaillier, du coup, mais voilà. Et je suis devenu joaillier. J'en suis très fier. Et tu as fait plusieurs diplômes de joaillerie. Ouais. Et puis ensuite, tu es parti à Genève Mm. en 98. Ouais. Alors, juste pour la joaillerie, effectivement, après ce collège, les 4 ans, je suis parti encore 5 ans, encore en internat, pour faire mon école de joaillerie, dans le Haut-Doubs. Et ben, du coup, j'ai 2 diplômes, effectivement. J'ai un CAP métaux précieux option bijouterie et un brevet des métiers d'art des joyaux. C'est un peu barbare, hein, enfin voilà. J'en suis très fier parce que c'est des diplômes, en tout cas le deuxième, qui est assez dur à avoir. Quand je l'ai passé, on était 64 candidats, 32 diplômés sur toute la France. Voilà. Et ouais, après, donc, après l'école, bah, avant de venir à Genève, service militaire dans l'armée française, parce que en tant que double national, ayant fait mes études en France, et puis en me disant, fais-le en France, comme ça après en Suisse, t'es tranquille. J'ai dit, bah, je vais le faire en France, comme ça après je serai en Suisse, je serai tranquille. Alors effectivement, je l'ai fait. Hein. Et bizarrement, je me suis éclaté. Puis après, après mes 10 mois, je suis venu m'installer ici en 98. Et on m'a dit, vous ne ferez pas l'armée en Suisse. Par contre, vous allez devoir faire la protection civile. Donc j'avais presque gagné, mais voilà. Donc ça va être une autre partie de la construction de ma vie, la protection civile aussi. Ouais. 98, je m'installe. Et puis, 2 jours après m'être installé ici, je trouve du travail. Premier job, Rolex, pendant 1 an. Je me suis beaucoup amusé. Et puis, au bout d'1 an, c'était juste une mission. J'ai quitté, je suis parti chez Hublot, où je suis resté 3 ans. Puis c'est à cette période-là que j'ai rencontré la personne qui allait devenir ma femme, Joël. Voilà. Et puis, Joël que tu connais, parce que Sophia était ma voisine à un moment. Voilà. Et avec Joël, on a 2 enfants, Alexis et Arnaud. Alexis qui est né en 2002 et Arnaud en 2005. Qui sont maintenant 2 grands enfants de 19 et 16 ans. Presque 1,80 m, et puis pour le deuxième de 16 ans, 1,86 m. Petits enfants, mais adorables, géniaux. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Puis voilà, de là, carrière dans la joaillerie, chef de projet, dessinatrice constructrice, je passe de l'atelier au bureau d'études, la gestion de projet en développement de bijoux. Très belle carrière, très très belle carrière. En parallèle à la protection civile, pareil, je monte les échelons tout doucement. Des soldats, chef de groupe, chef de section, chef de domaine. Et puis il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je deviens commandante. Voilà. J'ai reçu le commandement de la moitié de la ville de Genève. Et à l'époque, on avait un super effectif de 1065 personnes. Depuis les réformes, les crises, les machins, on est descendu de beaucoup. Mais voilà. Donc, des fonctions à responsabilité, des choses hyper intéressantes. Une belle vie, quoi. Les enfants qui grandissent, tout qui va bien, bon salaire, une belle vie. À côté de ça aussi, pour m'amuser, parce que je suis une forcenée du travail et puis j'adore faire les choses pour le plaisir, j'ai fait de la photo. Et puis j'ai travaillé aussi dans la sécurité privée en événementiel pendant 11 ans, où j'ai travaillé au stade de Genève, matchs de championnat, les matchs internationaux, après les balles de village, ce qu'on peut appeler aussi les soirées bourre-pif, parce que ça castagne assez fort quand même dans certains moments, ou les concerts à l'Arena, ou des festivals comme Electron Festival, Electrozane, enfin voilà. Et puis les fêtes de Genève aussi, pendant quelques années. Donc, Mais ce qui est, j'ai trouvé intéressant et puis je trouve qui est surprenant dans ton parcours, c'est au fait, tu t'es épanoui dans des milieux qui sont hyper connotés, masculins, virils,
bah, tu vois, malgré tout, l'armée, la sécurité, même la joaillerie, d'une certaine manière, je pense qu'il y a plus d'hommes dans le métier, peut-être. En fait, je sais pas. À l'origine, il y Euh, avait plus d'hommes. Les joailliers connus, effectivement, c'est principalement des hommes. Il y a quelques femmes, elles sont très rares, en fait, effectivement. mais d'un côté, tu as quand même endossé pendant des années L'uniforme, ce rôle quand même de mâle dominant dans une famille hétérosexuelle, alors, marié, père de famille, dans des milieux masculins. Donc, est-ce que tu penses que est-ce que tu avais quelque chose à prouver? Est-ce que tu cachais quelque chose ouais. là derrière sans le savoir? Alors, mâle dominant, alors mâle autoritaire peut-être, mais pas dominant. Je fais quand même une petite différence là-dessus, où les fonctions et les rôles que j'ai pu avoir, je crois que dans la majorité des cas, les personnes m'ont apprécié pour mon savoir-être autant que mon savoir-faire. Et j'en parlerai après, la protection civile, par exemple, en tant que commandante, je fais une transition, il n'y a pas eu de problème du tout. Parce que les gens appréciaient mon style, ma manière de diriger. Et pourtant, c'est des personnes, voilà, elles viennent faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Et puis, il faut les amener à. Donc, ce n'est pas facile et on y arrive. Mais pour revenir à ta question, oui, endosser finalement quelque chose qui est ultra masculin, ultra connoté, ouais, je pense que j'avais des choses à prouver. Je pense que j'avais des choses à prouver à mon père, probablement, parce que je pense qu'il y a toujours eu quelque chose où il y a eu une distance et puis il y a eu quelque chose qui a été très fort porté sur ma sœur. Autant ma mère voulait un garçon que mon père était très sur ma sœur. Enfin, des histoires familiales, où là, il y a déjà des blessures qui se passent. Et ouais, des choses à prouver, ça c'est sûr. Et puis, peut-être aussi des choses à ne pas vouloir comprendre. Peut-être des choses voilà, que je voulais peut-être masquer, verrouiller. L'inconscient fait beaucoup de choses, mais ouais. Mmh. Et ça, on en reparlera un peu plus dans la deuxième partie quand on en Mm, viendra un petit peu au déclic et mm. au pourquoi du comment. Mmh. Bah, d'un côté, on peut passer d'ailleurs, à cette deuxième partie du passage, comme j'y suis. Heu, il y a eu, il y a eu ce moment, dont tu m'as parlé, voilà, où un jour, un peu par accident ou bien par jeu, tu te féminises, tu te regardes dans la glace et puis là, le déclic. Ouais. Une soirée avec une amie, et effectivement, par jeu, je me file des fringues et je les mets. Et puis, il se passe un truc dans ma tête, dans mon corps aussi, des vibrations, où j'avais une forme de bien-être qui était juste incroyable. Incroyable. J'avais presque envie que cette nuit finisse pas, en fait. Et par contre, cette nuit-là, elle a été d'un ravage parce que ça a bousculé beaucoup de choses. Et surtout, le déclic que ça m'a provoqué, c'est que ma femme, pendant 15 ans, me disait: «Flo, va voir quelqu'un parce qu'il y a quelque chose chez toi qui fonctionne différemment». Et pendant 15 ans, j'ai refusé. J'ai complètement refusé de l'écouter. Et c'est à partir de ce jour-là où en fait, ben, j'ai dit: «Il faut peut-être que j'aille voir quand même quelqu'un». Parce que ce qui s'est passé, je ne peux pas faire comme s'il n'y avait rien eu, quoi, tout simplement. Et puis j'ai cherché une psy, j'ai fait un bout de chemin avec elle. Elle m'a mis un peu sur la voie quand même. Et au bout d'un moment, elle m'a dit: «Mais écoutez, je ne peux pas continuer à vous suivre parce que je n'ai pas les outils pour pouvoir continuer». Elle a été honnête au moins, ça c'est déjà bien. Et puis du coup, bah, j'ai cherché un peu plus loin, et puis j'ai trouvé une autre psy qui avait l'habitude justement de suivre des personnes trans et avec qui j'ai pu faire la suite du chemin. Ce, ce bout de chemin, en fait, qui est en fait la compréhension, ça m'a pris à peu près 8 mois pour comprendre qui j'étais vraiment. Qu'est-ce que j'avais au fond de moi et pourquoi j'avais réagi comme ça et pourquoi je m'étais senti bien et pourquoi voilà, ça me correspondait, simplement. Et puis au bout des 8 mois, ben, on a attaqué la deuxième phase, qui est la phase d'acceptation.
Et c'est pas la plus facile, je peux vous le dire, parce que cette phase d'acceptation, en fait, pour moi, c'était soit j'avance dans ma vie en prenant en compte qui j'étais, en avançant tel que je suis, ou ben, c'était simplement arrêter de vivre. Parce que quand on comprend, pour moi, j'aurais pas pu faire machine arrière. Mais ça, c'est un peu cette phrase d'ailleurs, Ouais, que j'avais ressortie qui m'avait marqué quand tu m'as dit: «Beh, une fois que tu as compris, soit tu avances, soit tu crèves». c'est ça. Pour moi, c'était ça. Mais il m'a fallu 1 mois pour me dire: «OK, j'y vais. J'y vais, je vis». Et par contre, en prenant en compte tout ce qui allait être bousculé dans ma vie. Dans la mienne, puis aussi dans tous les gens qui m'entourent. Parce que faire une transition, c'est pas que nous, c'est tout notre environnement qui fait la transition avec nous. Et ça a des conséquences vraiment, voilà, très importantes, surtout quand on est marié et qu'on a 2 enfants. Mais justement, quand tu m'as parlé de la transition, il y a aussi une chose qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit il y a qu'en tout cas pour toi, qu'il y a enfin ou que de manière générale, Mmh. il y a 4 étapes dans la phase d'une transition, qui est la transition, hormonale, la transition sociale, la transition chirurgicale, éventuellement, la transition administrative. Mmh. Heu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou par quoi tu as commencé ou Ah, justement, là tu parlais de la transition sociale qui était difficile donc bah, moi, j'ai commencé par la transition sociale, hein, et très rapidement hormonale. Et tout de suite, quand j'ai compris, en fait, même avant d'avoir accepté, quand j'ai compris, j'ai commencé à laisser pousser les cheveux. Parce que j'avais à peu près une longueur de cheveux qui était ça. Donc, j'ai commencé par le social et voilà, les changements sont vus assez vite. Et puis moi, voilà, j'ai pas pu cacher à mon entourage. Ma femme, je lui ai dit tout de suite, quoi. Je pouvais, voilà, on était très proches. Donc je lui ai tout de suite dit. C'est vraiment la première personne. Ce qui est bien, c'est que ça lui a laissé le temps de préparer nos enfants. Elle a eu la gentillesse de préparer nos enfants justement à entendre ce qui se passait. Heu et puis après voilà, dans le social, ben, après on fait nos meilleurs potes, hein, toujours en premier. Puis après, ben, on fait des potes et puis après, au moment où on fait le travail. Puis en parallèle de ça, ben, effectivement, il y a la transition hormonale où ben, j'ai pu avoir l'accès au un traitement hormonal par ordonnance, avec un endocrinologue, ouais, 2 mois après, même pas. Le temps d'avoir rendez-vous, de prendre le premier rendez-vous avec lui, puis tout de suite, voilà, l'ordonnance. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et 4 mois que je suis sous hormones. Heu, la première fois que j'ai pris des hormones, j'étais avec, une amie dans un bar. Et c'est vrai que c'est un moment qui est aussi assez important, le premier cachet, quoi. C'est tout con. Pour moi, c'était voilà, c'était un moment à marquer et puis, bah, c'est devenu mon quotidien. Puis alors, la magie des hormones, pour ceux qui en prennent, la sensibilité, elle change, mais le curseur, il était en bas chez moi, puis il montait tout en haut. En fait, voilà, avec mon parcours de vie, les formations, les entraînements que j'ai eus, je suis formé à aller dans des zones de catastrophe. J'ai travaillé sur des accidents, j'ai eu des entraînements, enfin bref, j'ai vu des trucs assez trash et je faisais vraiment le job. J'avais zéro sentiment, zéro émotion. Aujourd'hui, des fois, on me dit un truc et je commence à me mettre à chialer, donc voilà, le monde merveilleux. J'ai même des cycles hormonaux maintenant, où tous les mois, j'ai ma sensibilité qui monte, pendant 2 3 jours. J'ai certaines parties de mon corps qui se tend. Voilà. Donc, oui, les hormones, ouais. mais cette, tu m'as dit que pour toi, la transition sociale était la plus dure. Tu as même utilisé le terme, c'est que c'était un peu une descente aux enfers pour Ouais. toi. Ouais, parce qu'en fait, dans la transition sociale, bah, on dit les choses aux personnes qui nous entourent. Puis après, ben, il y en a certaines qui l'accueillent avec bienveillance, d'autres qui font semblant de l'accueillir avec bienveillance pendant un certain temps, et puis qui tout doucement, de manière insidieuse, disparaissent de notre vie.
Ça va. C'est pas ce qu'il y a de pire finalement. Ils n'ont plus envie de nous parler, ils disparaissent de notre vie tout doucement, c'est pas grave. Ça fait du tri finalement. C'est con, mais voilà. Non, le pire, c'est que au bout d'un certain temps, ma femme est venue me voir, elle m'a dit, écoute, j'ai marié un homme, j'ai pas marié une femme, faut que tu partes. J'ai fait OK. Elle fait, mais non, non, c'est maintenant. OK. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai pris la voiture, j'ai tout mis ce que je pouvais dans la voiture, je suis parti. Je suis parti quelque temps chez ma sœur. Puis après, chez ma sœur, ça ne fonctionnait plus. Puis après, je suis parti chez un ami, chez un ami, chez un ami, chez un ami. Enfin, des amis. Pendant 1 an et demi, voilà, j'ai tourné comme ça d'un ami à un autre. En termes abréviés, ça s'appelle SDF, en fait. Donc ça fait partie d'une forme de descente aux enfers, parce qu'après, en fait, on s'occupe plus de nous de la même manière. Déjà que quand on fait une transition, on a besoin d'un espèce de cocon, d'un espace où on est protégé, parce on change aussi des habitudes, des manières de faire. Quand on prend une douche, c'est con, mais c'est pas 5 minutes et puis un coup de serviette dans les cheveux, puis on part comme ça. Moi, quand je prends une douche maintenant, prépare, puis après il y a le maquillage, ça prend 1 heure. Il nous faut un espace, il nous faut quelque chose où on se sente bien. En fait, quand on n'est pas chez soi, on n'est pas bien. Et dans cette période-là, quelques mois après, c'est mon employeur qui m'a dit, écoute, tu ne corresponds plus au job ou le job ne te correspond plus. Ciao. Voilà. Donc quand on perd le lien familial, qui est quand même méga important au niveau de la stabilité, quand on perd en plus son job, et qu'on perd tout finalement, bah ouais, on peut parler de descente aux enfers, je pense, très clairement. Et ça a été la pire période de ma vie, quoi. Et je le souhaite à personne. Je souhaite à personne de perdre sa famille, je souhaite à personne de perdre son job, et je souhaite à personne de perdre les deux en même temps. Par contre, ce qui m'a, même si c'est voilà, dur, ce qui m'a aidé, bah, c'est le fait d'avoir des amis justement qui m'hébergent, qui me soutiennent. Je ne saurais même plus tous les citer, tellement il y en a qui m'ont aidé, mais voilà. Certains m'ont même. Enfin, bref. Parce que ça pèse aussi sur leur vie à eux. C'est pas évident de côtoyer une personne trans parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, entre les hormones, les sautes d'humeur, les habitudes qu'on est en train de prendre. Voilà. Puis ce qu'il y a d'autre encore dans tout ça, c'est le fait de. Bah, j'ai des enfants. Moi, je ne pouvais plus les voir en fait. Je n'avais plus la possibilité de voir mes enfants. Donc voilà. En tout cas, voilà. Merci en tout cas à tous ces amis qui m'ont hébergé, qui m'ont permis de reprendre pied, qui m'ont soutenu. Parce que sans eux, ben, voilà, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, probablement. Désolé, c'est chaud, mais voilà. Et 1 an et demi en tout cas SDF. Jusqu'au moment où j'ai réussi à retrouver une colocation, puis à reprendre pied de manière un peu plus sérieuse. Voilà. Mais en tout cas, tout ça, ça m'a nourri. Ça m'a nourri pour me battre. Parce que ce que j'ai vécu, j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui le vivent. Et j'ai pas envie non plus, même moi, de leur vivre, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri. La société est tellement mal faite. Et puis, j'ai pas encore réglé tous mes problèmes. Hein, parce que si vous êtes 1 an et demi sans vous occuper de votre administration, en fait, vous contractez des dettes. Donc, en plus, je suis aux poursuites. Et puis, déjà, je vais le traîner encore un petit moment. En tout cas, je rembourse, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est une des conséquences aussi de ce genre de situation. Donc, ouais. Et tu m'as dit que quand justement tu as pris cette colocation qui t'a voilà, aussi permis de peu à peu commencer à remonter la pente et que très rapidement,
dans cette phase où tu t'es un peu reprise en main et puis tu as pu remonter la pente, Mmh. très rapidement, le fait de te mettre au service des autres et d'aider et de trouver peut-être aussi une légitimité, par exemple, dans ton combat pour la Pride, ça t'a rendu service, ça t'a permis Ça m'a donné une nouvelle dynamique. Ça m'a permis alors d'oublier quelque part les mauvais moments, parce qu'on a vraiment envie de les oublier, mais le plus vite possible. Heu, mais ouais, pour moi, c'était naturel après de me lancer dans le militantisme, en fait. Pour qu'en fait, qu'on soit inclus dans la société, qu'on ne soit pas rejeté comme on l'est. Parce qu'après, la décision de mon ex-femme, enfin, future ex-femme, on est séparés, mais pas encore divorcés, heu, sa décision, je la respecte. Dans le sens, oui, je comprends, j'entends qu'elle a marié un homme, qu'elle a pas marié une femme. Ça, je l'entends. Par contre, ce que j'entends pas, c'est mon licenciement. Ça, parce que la raison officielle, c'est pas que je suis trans, mais très clairement, c'est à cause de ça. Et voilà. Et voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on puisse licencier des personnes parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Et qu'aujourd'hui, voilà, même si les entreprises font un maximum, justement, aujourd'hui, pour avoir des politiques d'inclusion de diversité, reste que dans les entreprises, il y a des personnes problématiques, comme il y en a dans toute la société, finalement. Et quelqu'un qu'on croise dans la rue qui nous regarderait de travers, ben, finalement, c'est peut-être un patron. Et s'il y a un employé trans chez lui, le jour où il va annoncer sa transidentité, voilà. Il y a des gens problématiques dans la société, on les retrouve dans les entreprises, et certains ont du pouvoir et ils en usent. Mais du coup, une personne trans au chômage, le taux de chômage, c'est 3-4% actuellement, un truc dans le genre. Voilà. Et le taux de chômage d'une personne trans en Suisse, c'est 20%. Donc voilà. Moi, ça fait officiellement 1 an et demi que j'y suis. Et tout, parce que je fais des recherches, hein, et en 1 an et demi, pas une réponse positive. Et pourtant, sur certains dossiers, je savais que mon dossier était meilleur que tous les autres. J'avais des expériences, voilà, un CV qui était juste waouh, et je n'ai pas été prise. Parce qu'aujourd'hui, un employeur n'a pas envie de s'embêter à prendre une personne trans parce qu'il va devoir, ça va l'obliger à faire un travail d'inclusion dans toute son entreprise. Donc, il faudrait déjà que lui soit d'accord, il faudrait que toute sa hiérarchie jusqu'à la personne soit d'accord, et qu'après, il faudrait déployer toute la politique de. Et en fait, ils n'ont pas envie, très clairement. Voilà. Et c'est donc durant cette période de chômage, quand tu as été licencié, que tu as ben, du coup eu plus de temps pour pouvoir t'investir dans le milieu associatif. Comment c'est venu le fait de t'engager aussi activement? En fait, c'est venu qu'en 2019, l'usine est venue me chercher pour m'occuper de la partie sécurité de la soirée de la Pride à l'usine. Et en parallèle, la Pride est venue me chercher pour m'occuper de la partie sécurité de la soirée de la Pride à l'usine. Là, ça m'a fait tilt. Je dis, ok, ils sont cool, ils sont bien ces gens. J'aime bien, parce qu'en fait, voilà, le domaine de la sécurité événementielle, c'est un truc que j'adore, je le fais par jeu. Je n'ai jamais fait pour gagner de l'argent, j'ai toujours fait pour, pour m'amuser, parce que la sécu, avant tout, c'est de l'accueil. Puis moi, j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien accueillir. Et voilà, et quand on m'a appelé pour ça, j'ai pu le faire en partie parce qu'en même temps, le premier soir, j'ai eu une alarme protection civile. Hein. D'ailleurs, c'était assez intéressant, je vous raconte l'anecdote vite fait, c'est que j'étais à la rue du Signol, j'ai le pager qui claque, j'appelle la centrale et on me dit, ouais, il faut venir au centre opération en caserne 1. Et je me suis pointé en centre opération de la caserne 1, short, petit top limite transparent, des paillettes de partout. J'ai fait bonjour, protection civile. Et c'est super bien passé. Ça a super bien marché. J'ai réalisé la mission qu'on nous a demandé. Et à 1 h du matin, j'ai pu rejoindre l'usine, justement. Enfin,
De 8 h à 1 h, j'ai travaillé pour la protection civile. Après, j'ai pu rejoindre la soirée de la Pride. Donc, comme quoi, finalement, dans certains milieux, ça marche très bien. Voilà. C'est juste des questions de personnes, finalement. Et, voilà. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai pu découvrir la Pride. Et c'est ça qui m'a donné envie de pouvoir faire quelque chose. Et quand j'ai su, quelques mois après, que voilà, il y avait la dissolution de l'asso, il y en avait une autre qui a été recréée, eh ben, je me suis proposé pour me lancer dedans. Et puis voilà, petit à petit, bah, j'ai pris de l'assurance, j'ai pris des responsabilités. Et puis, je me suis lancé parce que j'avais vraiment envie que ça fonctionne. J'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose où les gens prennent conscience que bah, on existe et qu'on ne va pas disparaître, tout simplement. Ça, c'est important, quoi. Moi, je pense que tu n'es pas prête de disparaître. Ouais. Puis si un jour je disparais, vous inquiétez pas, pour mes obsèques, je suis à l'audio, hein, vous ne me cherchez pas. Enfin, voilà. Non, j'aime beaucoup rire, mais voilà, pour moi, c'était devenu naturel. Et puis en même temps, bah voilà, je suis rentré à l'association Épicène parce que j'ai rencontré Lynn Berthelet, comme est la fondatrice. Je suis rentré à l'association. Au début, j'étais pas trop actif parce que voilà, c'est les choses venant. Puis je devais me reconstruire aussi gentiment, hein. Mois après mois, je me reconstruisais, j'étais meilleur, je me sentais mieux. Et puis bah, quand on est bien, puis qu'on a la niaque, parce que les gens nous ont fait du mal et puis qu'on n'a plus envie que ça se passe, bah, on y va franchement, quoi. Et puis, tu as repassé encore une étape importante le 3 janvier avec, donc en étant la deuxième bénéficiaire de la procédure facilitée de Ah ouais, changement de genre à l'état civil. c'est ça. Alors, c'est une étape qui est assez, quelque part assez visuelle, qui est facile à noter. Juste avant, quand même, quand on parlait des différentes étapes sociales, hormonales, chirurgicales, qui est dans le globe médical, euh, le, le 5 mai de l'année dernière, j'ai quand même fait quelque chose qui est aussi une grosse étape pour moi. J'ai subi, à ma demande, hein, mais je dis subi parce que c'est quand même quelque chose de violent, des opérations de chirurgie. J'ai fait 11 opérations en une fois. J'ai fait 4h30 de bloc. Euh, et ça, c'était aussi quelque chose d'hyper lourd. Et dans un parcours trans, c'est pas une obligation de se faire opérer. C'est vraiment, c'est comme les hormones d'ailleurs, c'est pas une obligation, hein. Mais voilà, ça peut être quelque chose d'important pour nous. Et ben moi, pour moi, c'était important. Et physiquement, c'est quand même violent. Mais aujourd'hui, je suis contente du résultat. Parce que j'ai eu un mois de convalescence. Et pendant ce mois de convalescence, j'étais un légume. Mais par contre, je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait, quoi. Et donc, pour revenir au 3 janvier 2022, premier jour ouvrable de l'année, effectivement, je suis allé à l'état civil à la ville de Genève et j'ai fait mon changement d'état civil. Euh, C'était un bonheur incroyable. Puis surtout, ça me facilite beaucoup de choses maintenant d'un point de vue administratif. Enfin, j'ai encore plein de changements, hein. Je n'ai pas encore changé mon permis. C'est pas grave. J'ai pas changé mes papiers français non plus encore. Ça va être une autre étape. Donc voilà, j'ai encore plein de trucs à changer. Il y a des endroits, c'est facile, d'autres endroits, c'est plus compliqué. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait. J'ai beaucoup fêté. Pas trop, mais beaucoup. Faites jamais trop. Et pour ceux qui me connaissent, je me suis déjà beaucoup calmé, mais voilà. Et par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, en fêtant, mais il y a un moment, en fait, il y a des moments, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Et j'avais pas du tout compris ce qui se passait. J'étais heureuse, je fêtais, mais au fond de moi, j'étais pas bien. Et, fin janvier, j'ai vu ma psy, et je lui explique la situation. Et là, elle m'a guidé sur la réponse. Et quand j'ai su ce que c'était, j'ai pris une claque, mais monstrueuse. Je m'y attendais pas du tout à cette étape-là aussi dans une transition. Après, il y a d'autres personnes trans, ça peut être à d'autres moments, hein. En tout cas, pour moi, c'était mon changement d'état civil. En fait, je devais faire le deuil de ma vie d'avant. Mais vraiment le deuil.
vraiment enterrer la personne que j'étais avant. Pour moi, voilà, c'était vraiment ce moment-là. Et quand je l'ai compris, les nuits qui ont suivi, j'ai même vu des cérémonies d'enterrement avec mon propre cercueil, enfin, un truc glauque, quoi. Et faire le deuil de quelqu'un, c'est hyper compliqué. Mais faire le deuil de soi-même, c'est chaud. C'est très chaud. Et ça, je n'avais pas du tout prévu. Je n'avais pas du tout imaginé que c'était une étape que je devrais franchir. Et maintenant que tu as passé cette étape et que tu as fait le deuil de toi-même, l'après, c'est quoi l'après? L'après, bah, l'après, c'est déjà maintenant avec vous. C'est en parler, Ouais, bah déjà, peut-être? c'est en parler, parce que moi, en parler, ça me fait du bien. Alors vous, ça vous apprend peut-être des choses, mais moi, ça me fait du bien d'en parler. Ça fait partie aussi de la thérapie. Enfin, je ne fais pas de thérapie, mais quelque part, il y a une forme de thérapie. En parler, c'est visibiliser. C'est visibiliser un parcours trans, sachant qu'ils sont tous différents. Au moins, ça donne un aperçu de ce que peut vivre une personne trans et de comment on peut essayer de se comporter quand on est au comptoir, aussi au quotidien. Ou même quand on en rencontre une tout bêtement, quoi. Puis après, bah, dans les parcours trans, moi, c'est un parcours binaire, d'un à l'autre. Après, il y a les parcours aussi non binaires. Et c'est là aussi, c'est important de plus en plus aussi, quand on rencontre des personnes, de tout simplement demander le pronom ou les pronoms. Parce qu'en fait, je m'aperçois, moi aussi, je m'éduque tous les jours, je m'aperçois qu'il n'y a rien d'évident, en fait, tout simplement. Et donc voilà, la suite pour moi, c'est aujourd'hui avec vous, c'est en parler, c'est en visibiliser. J'ai visibilisé effectivement mon changement d'état civil. Hier, j'ai fait aussi un post sur LinkedIn, et puis Xavier, au niveau de la Pride, a repris mes textes. On a fait un post sur le 9 février. Hier, c'était les 2 ans du changement, enfin de la modification, enfin de la votation pour la modification de l'article 261 bis du Code pénal, de la norme antiraciste, où on a ajouté en fait la norme anti-homophobie, et pour laquelle à l'origine du texte, il y avait on incluait la transphobie dedans. Et en fait, quand c'est arrivé à la chambre basse, donc c'est passé au niveau du Parlement, mais quand c'est arrivé aux chambres hautes, donc au niveau des conseillers aux États, les conseillers aux États, ils ont dit non, mais la transidentité, c'est un concept beaucoup trop flou, on ne met pas dans la loi. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, une personne trans, donc une minorité visible, n'est pas protégée. Et, par exemple, le mois de juin, l'année dernière, je me suis fait agresser en ville, un vendredi soir, 23h, juste en dessous de la gare, avec des amis. On était 4 de la communauté et on s'est fait agresser par une dizaine de jeunes, à peu près 18 ans. Agressés verbalement et physiquement. Et en fait, quand je suis allé déposer plainte, déjà, à ce moment-là, le carte d'identité n'était pas changé. Donc, ils ont enregistré la plainte au nom de monsieur. Donc, il a fallu que j'explique, OK, vous allez mettre monsieur au début de la plainte, et puis vous allez expliquer que je suis une personne trans et que le reste de la plainte, elle sera genrée au féminin, et que ce sera madame. Non, mais il faut que je demande. Non, vous demandez peut-être que ça sera comme ça. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas encore changé d'état d'esprit. Et puis, je n'ai pas pu être enregistré en tant que plainte de femme au niveau des statistiques, en tant que plainte d'une minorité. Ce n'est pas un crime de haine, du coup, parce que cette loi, en fait, elle n'a pas été faite correctement. Et là où j'en veux aussi un petit peu à la communauté LGBT dans son ensemble, c'est qu'en fait, on s'est tous battus, même moi, j'ai poussé pour que cette loi soit votée, sachant ce qu'elle allait se passer, mais parce qu'en fait, on était résigné à vouloir faire du saucissonnage pour, voilà, c'est la politique des petits pas, on grignote un petit peu des droits, puis la prochaine fois peut-être, sauf qu'en attendant, les personnes, par exemple, une personne trans qui est en transition, et quelqu'un qui n'a pas démarré ou quelqu'un qui, on va dire, qui a un super passing, dans la rue, ça passe. Mais quelqu'un qui est en pleine transition, elle ne peut pas le cacher. C'est une cible. Mais elle n'est pas protégée. Voilà. Donc, et après, c'est ça, c'est des combats comme ça. C'est souligner des choses qui ne vont pas. C'est se battre voilà, pour qu'on arrive à avoir une égalité de droits de fait pour tout le monde, tout simplement. Et quelle que soit notre minorité à l'intérieur de la communauté LGBT.
lui, il y a plus. Mais tu sais, moi, ce qui me fascine et que j'admire chez toi, c'est là, tu nous as parlé de ton parcours et du fait que, voilà, ouais, tu es passé par des périodes de grande fragilité, par, par des sales moments. Et tout ça, c'est tellement récent. Et en même temps, aujourd'hui, de l'extérieur, on te voit comme une femme forte et plutôt qu'on admire aujourd'hui. Et puis, ça me fascine toujours comment dans l'épreuve, par exemple, moi, je n'ai pas fait de transition de genre, mais fait, j'ai dû aussi me battre lors de mon coming out. Et j'ai aussi vécu d'autres combats, entre autres avec la maladie, qui était quelque chose de difficile dans ma vie. Mais par moments, je me suis sentie transcendée par une force de vie et pour moi, par ce que j'appelle la foi, parce que la racine du mot foi, c'est la confiance aussi, par une confiance que ça ira et j'ai retrouvé ces ressources pour pouvoir surmonter des épreuves qui me semblaient insurmontables. Et toi, je me dis aussi, mais d'où est-ce que tu as puisé? Est-ce que tu sais toi-même d'où tu as puisé ces ressources? Alors, déjà, ce qui est certain, c'est que j'ai passé des très mauvais moments, mais ça m'arrive encore d'en passer, ne vous inquiétez pas. J'ai encore des périodes très difficiles. Voilà. Moralement, j'ai des. Mais par contre, j'ai une pudeur où en général, je suis dans ma chambre, je suis seul. Après, d'où je tire cette force? En fait, cette force, moi, je la tire de plusieurs endroits, hein. Je la tire de ma colère de ce qui m'est arrivé dans ma vie, des saloperies que les gens m'ont pu me faire. Et je la tire aussi de toute cette nouvelle génération qui me donne beaucoup d'espoir. Par exemple, le 26 juin, quand on a fait notre premier événement de l'après 2021 sur la nation, quand je me suis rendu compte dans la foule qui était là, toute la jeunesse qui était là, mais ça m'a porté quelque chose, ça m'a transcendé, ça m'a soulevé. Et quand je suis monté faire le discours avec Xavier sur la scène, et j'ai eu cette réaction de la foule au discours, mais ça me donne de la force. Rencontrer des gens de la rue qui viennent me parler, ça me donne de la force. En fait, c'est les gens qui me donnent de la force. C'est vous tous qui me donnez de la force, en fait, au quotidien. Oui, je Mhm. suis quelqu'un, par exemple, qui sort beaucoup, qui aime faire la fête, qui aime aller danser. En fait, de plus en plus en club, je danse moins et je discute. Mhm. Pas très rentable quand même comme truc, hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est les gens qui me nourrissent. Et l'espoir aussi, l'espoir que demain, ça sera meilleur. En tout cas ici, parce que je me bats pour ici. Si après, cette battue pour ici, ça permet de faire l'effet domino sur plus large, ben, tant mieux. Tant mieux, mais voilà. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Ouais, je suis heureux. Mais je suis célibataire aussi. Oui, je suis heureuse. Même si j'ai des moments très difficiles, je suis heureuse. Et voilà. Et je vais tout faire pour continuer à être heureuse. Merci. Mais je suis heureuse, ouais. Même si c'est dur, certainement. Donc, pas de regret. Non, non, aucun regret. Aucun. Même s'il y a, oui, il y a des choses où j'aurais préféré que ça se passe autrement, c'est sûr. Mais voilà. Par exemple, pendant 1 an et demi, le plus petit de mes deux garçons, c'est pas que je ne pouvais pas le voir. Je ne voulais pas que je le voie, par exemple. Quand vous avez votre enfant qui, par l'intermédiaire de votre ex-femme, vous dit non, mais niet. Par contre, le 26 juin, justement, c'était une date qui était géniale pour moi parce que j'appelle mon ex-femme pour lui dire bonjour à côté de 2 secondes. Puis elle me fait ouais, l'événement, c'est quelle heure cet après-midi? 14h. Pourquoi tu viens? Non, non, moi pas, mais Arnaud vient. Arnaud? Et ça faisait 1 an et demi qu'il ne voulait pas me parler. Et j'ai retrouvé mon fils là-bas, au milieu de la foule. Et ça me donne aussi de la force. Que finalement, les gens peuvent avancer dans le bon sens. Et si pour conclure, tu, tu aurais un petit mot pour peut-être pour celles et ceux qui voient se profiler à l'horizon un parcours de transition, tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'hésiter, c'est normal. Avancer, c'est bien. N'hésitez pas à vous faire être entouré par des gens bienveillants, des gens, voilà.
écoute, moi, ce qui m'a aidé aussi, par exemple, c'est d'avoir des images de d'autres personnes trans. Alors, il y avait très peu de personnes visibles, hein, mais les quelques personnes que j'ai pu voir, ça m'a aussi aidé. Et c'est aussi pour ça que moi, voilà. Donc, ouais, si vous êtes en questionnement, j'ai envie de dire, mais avancez, quoi. Avancez parce que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Merci, Daphné. Merci à toi. Merci à vous. C'est pas terrible de pas voir. Bon, Merci beaucoup en tout cas. je propose qu'on souffle quelques secondes Ouais. et puis qu'on passe un temps de questions, d'échanges. Mais c'est une joie de t'avoir et de te connaître. Et un honneur. Pas plus que moi, vous connaître vous. Hein. Mais c'est aussi un honneur pour toi de me connaître. Hein. Il n'y a pas meilleur. Vous êtes peut-être plus visible, mais pas